Vous êtes suspect de Line TV et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce 19h30 dont voici le sommaire. Au menu des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, entre autres la mesure de la commercialisation du gaz de pétrole liquéfié. L'intégralité est à suivre avec le porte-parole du gouvernement. Clap de fin ce jeudi sur les travaux de la 3e session extraordinaire au Conseil économique et social pendant environ 10 jours. Les conseillers se sont penchés sur plusieurs sujets d'ordre économique et social. Plus de précisions dans ce journal. À la page inter, 2 jeunes Belges ont été condamnés ce mercredi à Nairobi à 1 an de prison ou à une lourde amende pour avoir tenté de faire sortir clandestinement des milliers de fourmis du Kenya, une affaire qualifiée de biopiraterie. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises dans la mesure de commercialisation du gaz de pétrole liquéfié. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Moubeji. Ce mercredi 7 mai 2025, le Conseil des ministres, tenu sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, a acté les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, modalité de commercialisation du gaz de pétrole liquéfié. Il est établi dans notre pays que plusieurs sociétés agréées se partagent le marché de la distribution du gaz domestique, chacune exploitant ses propres marques de bouteilles. Une telle fragmentation du marché limite la possibilité pour les consommateurs d'échanger librement une bouteille vide contre une bouteille pleine d'une autre marque, créant ainsi une contrainte d'approvisionnement, notamment en cas de rupture de stock. Par ailleurs, il s'observe une inégale répartition de l'offre sur le territoire national, certaines communes étant significativement désavantagées. Cette situation oblige les commerçants locaux à prendre en charge les coûts de transport qu'ils répercutent sur les prix à la consommation. C'est pourquoi, dans le cadre de sa politique de développement durable, le gouvernement a engagé une réforme majeure du secteur des hydrocarbures. L'objectif visé est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. Ceci participe de la protection des forêts et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, particulièrement en zone rurale. Par son contenu, la dite réforme consiste à mettre en place un système d'approvisionnement centralisé par la Société Dépôt Pétrolier du Bénin, DPB-SA, qui sera propriétaire des bouteilles uniformisées. Le remplissage et la sécurité des emballages relèvent de la responsabilité des gestionnaires des centres d'emplissage. Ainsi, le présent décret vise à instaurer l'interchangeabilité commerciale des bouteilles de gaz sur l'ensemble du territoire national. Faire uniformiser les bouteilles aux couleurs de la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA. Responsabiliser formellement les gestionnaires des centres d'emplissage en matière de sécurité et de qualité du service. Introduire une nouvelle capacité de bouteilles de 1,5 kg plus adaptée aux besoins des ménages à faible revenu. Une fois les nouvelles dispositions devenues opérationnelles, tout détenteur d'une bouteille vide de gaz domestique pourra l'échanger contre une bouteille pleine de même contenance auprès d'une station-service ou de tout autre distributeur habilité. Pour ce faire, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, il est accordé un délai de 3 mois à la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA pour racheter les bouteilles en circulation et mettre en œuvre un plan de standardisation progressive visant leur recoloration, reconditionnement technique et intégration dans le parc commun. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Économie et des Finances veilleront à son application effective. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, puis
Attribution, organisation, composition et fonctionnement du Conseil national de l'eau. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre de conception des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvier, il est prévu la réhabilitation et la rénovation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. À cet effet, les études architecturales et techniques des bâtiments sont déjà disponibles. En vue de conduire le chantier avec la qualité requise, il est confié à un groupement qui assure la direction d'exécution des travaux, la réalisation des études techniques des voies et réseaux divers, ainsi que du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet. En point 2, autorisation de signature de la convention de partenariat entre le ministère de la Santé et le groupe pharmaceutique Roche pour la lutte contre les cancers au Bénin. Autre information, dans cette édition, le président du Conseil économique et social a procédé ce jeudi à la clôture de la 3e session extraordinaire de l'année 2025. Pendant environ 10 jours, les conseillers se sont penchés sur plusieurs sujets d'ordre économique et social. Plus de détails dans cet extrait du discours du président Gbagidi. Après 10 jours d'intenses travaux, nous mettons un terme à la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Mesdames et messieurs, au cours de cette session, nous avons procédé à l'examen et à l'adoption du rapport général de la tournée du lancement des activités des conseils économiques et sociaux départementaux qui s'est déroulée du 1er au 11 avril 2025. Comme vous le savez, cette mission nous a permis de nous assurer l'installation effective des CES départementaux et d'examiner avec eux les sujets de préoccupation fondamentale des communautés et le rôle que peut jouer notre institution dans leur résolution. D'ailleurs, vous voyez le prolongement aujourd'hui de cette communication de l'état-major qui a été faite. Au-delà du lancement officiel des activités, cette initiative a instauré une dynamique fondée sur l'écoute, notamment le dialogue et l'engagement collectif. Les thématiques prioritaires soulevées, les préoccupations recueillies et les perspectives de collaboration explorées témoignent de l'ancrage progressif du Conseil économique et social dans une logique de proximité, redevabilité et de co-construction des politiques publiques. Cet exercice fort édifiant permet aujourd'hui d'envisager de nouvelles perspectives pour le CES. C'est tout naturellement donc que nous sommes confortés dans la mise en œuvre d'un important projet d'organisation d'un atelier de team building pour un conseil économique et social VIP. Que dirais-je? D'un séminaire d'imprégnation, un terme alternatif au team building. Autrement dit, le CES sera plus visible, plus impactant et plus performant. La présente session nous a en effet permis de lancer les préparatifs du dit atelier en mettant en place un comité d'organisation qui, sans désemparer, s'est déjà mis au travail en élaborant un projet de terme de référence amendé et validé en plénière par l'ensemble des conseillers. Cet atelier permettra à chacun d'entre nous de nous approprier davantage les nouvelles missions de notre institution qui s'arriment parfaitement avec la vision globale qui sous-tend l'exécution du programme d'action du gouvernement PAG2. Chers collègues, distingués collègues, gouverner, c'est prévoir, dit-on. Ainsi, en vue de nous conformer au principe de la gestion axée sur les résultats, le GAR, qui a fait ses preuves partout dans le monde, nous avons décidé désormais d'être plus proactifs. C'est pour cela que nous avons retenu d'organiser nos activités dans le cadre de sessions dont le calendrier indicatif a été adopté en plénière au cours de nos assises. Cependant, vous convenez avec moi que ces activités ne sauraient être efficacement menées sans l'instauration et l'opérationnalisation du cadre institutionnel prévu à cet effet. La mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs permet désormais de nous engager résolument dans l'examen des dossiers d'envergure nationale au profit des populations que nous servons. Enfin, au cours de cette 3e session qui s'achève aujourd'hui, nous avons adopté le procès-verbal des séances plénières de la 2e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'exercice 2025. Distingués membres de cette auguste institution,
Si nous avons atteint ces résultats appréciables à maintes égards, c'est bien parce que vous êtes illustrés par votre constante disponibilité, car il faut le reconnaître, nous sommes quasiment sur toutes les plénières présents à 100% et la qualité de vos contributions aux travaux. Il ne pourrait d'ailleurs être autrement lorsque on sait que nous avions tous ensemble pris le pari de la réussite par l'action de cette institution. Dans le tumulte de la vie quotidienne, l'amour peut parfois se heurter à des obstacles inattendus, que ce soit par des gestes maladroits, des mots mal choisis ou des habitudes négligées. Certains comportements peuvent progressivement miner la complicité et la passion au sein d'un couple. Quels sont les comportements qui tuent l'amour? La réponse dans cet élément. L'amour, ce sentiment qui unit deux personnes peut être mis à rude épreuve par des comportements déplacés. Il est essentiel d'être conscient des attitudes qui peuvent progressivement éroder la complicité et la passion. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous en donnent un aperçu. En premier lieu, je vais parler de l'immaturité. Il faudrait que l'homme soit mature, il faudrait que la femme soit mature. Et c'est ça qui nous amène à savoir ce pourquoi nous sommes en train de nous engager. Ça nous amène à comprendre d'abord l'amour. Étant immature, on ne peut rien. Et si on s'engage étant immature, c'est que quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les arrangements, c'est que ça va finir par se casser. Il y a l'argent, parce que à voir les filles d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, les filles d'aujourd'hui ne te connaissent même pas. Vous avez des amis et vous allez vous confier à cet ami-là, exposer vos problèmes. Tu sais, ma femme a commencé par faire ceci, elle a commencé par faire cela. Ah, toi, c'est toi qui lui as donné les opportunités de le faire. Ah, moi je ne fais pas ça. Avec ma famille, ah, je fais ci, je fais ça. Je fais des regrets, je fais sortir des regrets dans ma famille. Ah, c'est ce que je dis, c'est ça qui passe. Hein. Si ça ne veut pas ça, si ça ne veut pas se passer là, c'est soumission soit démission. Si l'homme est égoïste, il ne peut jamais reconnaître l'importance de sa compagne. La femme également de son côté, si elle est égoïste, elle ne peut jamais reconnaître l'importance ou bien les efforts que fournit son homme. Et si la femme est égoïste, et puis elle ne veut pas reconnaître l'importance de son homme, elle ne veut pas reconnaître les efforts que son homme est en train de fournir pour que ça marche, c'est que l'homme va se sentir blessé et ça ne peut pas marcher et c'est vice versa. Comme la femme a vu que son mari a changé de comportement, elle-même aussi va changer de comportement. Tu ne fais plus la vaisselle, les tenues du monsieur, tu ne puisses plus de l'eau à la douche, tu ne fais plus rien. Tu t'es concentré. Dans une relation, il est crucial de prendre en considération les besoins et les désirs de son partenaire. Selon la spécialiste, l'égocentrisme peut créer un déséquilibre. Si l'un des partenaires ne fait pas d'efforts pour comprendre l'autre, cela peut engendrer frustration et ressentiment. Dans le couple, c'est l'élément destructeur. Chacun va de son côté. Lui dit, je suis le chef du foyer. On n'a pas à me faire de reproches et il fait ce qu'il veut. Quand on fait ce qu'on veut dans un couple parce qu'on est le chef du foyer, bonjour les dégâts. Et on va même jusqu'à chacun reste dans son côté. Si chacun reste de son côté, après c'est le divorce qui intervient. Les trains-trains de la vie engendrent le plus souvent le stress qui, lorsque mal canalisé, peut provoquer des tensions inutiles au sein du foyer. Le stress, c'est un virus. Quand ça rentre dans le couple, ça ronge complètement le couple. Parce qu'il n'y a plus d'attention. Chacun pense à ce qui est en train de le stresser. L'homme est tout le temps nerveux. La femme aussi est nerveuse. Et quand il y a la nervosité, quand on ne s'entend plus dans le couple, à cause du stress, vous savez déjà ce que c'est. Donc, nous allons essayer d'enlever ce mot. On devient anxieux, on devient névrosé, on est incapable d'aimer, on ne peut pas se parler. Et à demi-mot, où l'homme essaie d'envoyer un petit sourire à la femme, quand la femme est stressée, elle répond arrogamment. Et puis ça commence. La nervosité amène parfois même les couples à se dire des mots forts, des injures. Le stress amène le couple à s'injurier parfois. Donc, on doit minimiser ça. Pour favoriser une vie de couple épanouie, la coach prodigue quelques conseils. Il faut dialoguer en tout.
ne faut jamais garder rancune ou se recroqueviller dans un coin quand on est en couple. Il ne faut pas s'enfermer à cause des problèmes. Surtout quand on est en couple, il ne faut pas s'enfermer. Il faut aller vers l'autre. Même si l'autre n'est pas trop ouvert, si l'autre n'est pas trop accueillant, il faut essayer d'aller vers lui pour lui montrer qu'on doit dialoguer forcément. S'il y a le dialogue, l'amour et l'attention, je pense que tout peut aller dans le couple. L'amour est comme une fleur qui nécessite soin et attention pour s'épanouir. La prise de conscience des comportements qui peuvent nuire à la vie de couple et l'adoption des stratégies pour y remédier permettront au couple de survivre aux tempêtes. En interactualité au Kenya, un tribunal a condamné ce mercredi 4 personnes, dont 2 jeunes Belges, à verser une amende de plus de 7 000 $ pour avoir tenté de faire sortir clandestinement des milliers de fourmis vivantes du pays. Ces 2 adolescents de 19 et 18 ans originaires de la région de Mol ont été interpellés le 5 avril dernier dans une pension bordant le lac Nevacha. Le reportage. Au Kenya, la condamnation de 2 adolescents belges pour trafic d'insectes a fait réagir les spécialistes de la faune et de la flore. Shadrach Mouya est professeur de biologie des écosystèmes à l'université Jomo Kenyatta de Nairobi. Nous devrions protéger ce que nous avons avec fierté, sérieusement, jusqu'à ce que nous puissions les égaler technologiquement. Nous ne saurons jamais ce que nous avons jusqu'à ce que nous les perdions. Lornois David et CP Lodewijk ont été arrêtés le 5 avril puis inculpés 10 jours plus tard pour avoir tenté d'exporter illégalement 5000 fourmis depuis une maison d'hôte du comté de Nakuru selon le rapport de police. Le Kenya Wildlife Service avait déclaré que les adolescents étaient impliqués dans un trafic de fourmis à destination des marchés d'Europe et d'Asie impliquant des risques. Chaque fois que vous amenez un organisme d'un environnement différent, il est probable que vous fassiez une intervention pour que cet organisme se stabilise. Tant qu'il n'est pas stabilisé, il est probable qu'il ne survivra pas. La survie dans le nouvel environnement dépendra des interventions qui seront probablement effectuées. Là où il a été élevé, il est probable qu'une catastrophe écologique se produise en raison de cette perturbation. Selon les autorités, les adolescents et leurs complices transportaient des mésor-céphalotes, une fourmi moissonneuse spécifique de grande taille et de couleur rouge, originaire d'Afrique de l'Est. C'est la première visite du nouvel homme fort de Damas en Occident. Emmanuel Macron a accueilli ce mercredi à Paris le président syrien Ahmad al-Shara, l'occasion d'annoncer que la France est favorable à une levée progressive des sanctions européennes contre la Syrie. Dans le même temps, il a aussi demandé à son homologue de tout faire pour protéger tous les Syriens sans exception. Le reportage. Le président français Emmanuel Macron et son homologue intérimaire de Syrie, Ahmad al-Shara, étaient face à la presse mercredi à Paris. Les tensions au Proche-Orient et les sanctions occidentales contre la Syrie étaient au cœur des échanges. L'intérêt des Américains est aujourd'hui de réfléchir et plutôt d'agir pour nous accompagner dans la levée des sanctions à l'égard du peuple syrien, pour permettre plus vite de reconquérir, plus vite de rebâtir et de réaccueillir des réfugiés sur son sol, et de tarder au maximum pour le retrait de ses forces en Syrie, parce que simplement la question sécuritaire demeure. Nous avons expliqué toutes les conséquences du maintien des sanctions contre la Syrie, en soulignant que ces sanctions avaient été imposées à l'ancien régime en raison des crimes qu'il avait commis et qu'avec la fin de ce régime, ces sanctions devaient être levées. Ahmad al-Shara effectue sa première visite européenne depuis sa prise de fonction. Ce voyage intervient après des frappes menées par Israël la semaine dernière en Syrie, affirmant vouloir protéger la minorité druze. Crise entre l'Inde et le Pakistan. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, s'intensifient.
Mercredi à l'aube, la ville de Murid au Pendjab pakistanais a été frappée, laissant des débris et des bâtiments en ruine. L'armée pakistanaise a une politique proclamée de ce qu'elle appelle « quid pro quo plus », ce qui est une manière élégante de dire « quoi que fasse l'Inde, nous ferons au moins cela en retour, mais aussi peut-être un peu plus ». Selon l'Inde, ces frappes sont des représailles à un massacre de 26 touristes indiens au Cachemire en avril qu'elle attribue à des militants basés au Pakistan. New Delhi affirme que ce groupe est responsable de nombreuses attaques meurtrières dans la région. L'hypothèse la plus optimiste serait que les militaires pakistanais réagissent d'une manière qui leur permette de défendre ou de restaurer leur honneur, mais que cela n'aille pas plus loin, qu'il n'y ait pas de cible fixée ou de pertes infligées, de telle sorte que la partie indienne doive répondre à l'attaque. À Murid, des fragments de missiles sont dispersés. Au moins 26 civils ont été tués selon l'armée pakistanaise, dont des femmes et des enfants. Des habitants ont témoigné de scènes de chaos et de panique après les frappes. Lorsque nous considérons la trajectoire générale de la modernisation militaire de l'Inde et du Pakistan, bien que le Pakistan ait un budget de défense nettement inférieur, l'un de ses atouts majeurs est le fait que son principal fournisseur d'armes est la Chine. Une escalade entre ces deux puissances nucléaires ferait craindre des conséquences dévastatrices pour toute la région. Moscou s'apprête à célébrer les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Une trentaine de dirigeants défileront aux côtés de Poutine. Le point d'orgue sera le défilé militaire sur la place rouge, auquel doit notamment assister le président chinois Xi Jinping, invité le plus prestigieux de ces célébrations. Suivons. À l'approche du 9 mai, plusieurs dirigeants étrangers sont arrivés à Moscou pour participer aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Parmi les invités, les présidents de Chine, du Venezuela, de Cuba et du Brésil, ainsi que des représentants de Serbie, de Slovaquie et de Mongolie. Pour célébrer cette journée, la Russie organisera un défilé militaire impressionnant sur la place rouge, mettant en avant sa puissance militaire et son héritage historique. Dans un contexte tendu marqué par la guerre en Ukraine, le président russe devrait prononcer un discours centré sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Des mesures de sécurité strictes ont été mises en place à Moscou, en réponse aux récentes attaques de drones. L'absence de dirigeants occidentaux a renforcé l'image d'un tournant diplomatique. La Russie cherche clairement à renforcer ses alliances avec des partenaires d'Asie, d'Amérique latine et de certaines nations européennes, souvent en dehors des structures occidentales. Ici prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci de rester en notre compagnie. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.